Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette masterclass avec la voix des thérapeutes sur le burn-out, repérer, soutenir et orienter. Donc, cette masterclass fait suite à la première sur la psychopathologie et la posture thérapeutique. Et donc, il y aura toute une série où on verra les différentes pathologies connues, on va dire, avec la dépression, la bipolarité, la psychose, etc., etc. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le burn-out ensemble. Moi, je suis Nicolas Burel, je suis infirmier en psychiatrie, je suis aussi hypnothérapeute et praticien EMDR, et je suis aussi fondateur de la Voix des thérapeutes. Ce que nous allons voir dans cette masterclass, eh bien, il y aura une introduction, on verra la définition pour bien comprendre ce que c'est que le burn-out. On va repérer les signes, donc on va voir tous les signes que l'on pourra repérer en entretien thérapeutique du burn-out. La posture adaptée pour prendre en charge ces patients, comment est-ce qu'on peut les orienter et vers qui on peut les orienter. Et ensuite, on conclura et je vous transmettrai quelques ressources si vous voulez approfondir vos connaissances. Donc, l'objectif de cette masterclass, c'est de vous aider à mieux comprendre le burn-out, à repérer les signaux d'alerte, à soutenir sans trop s'investir dans la thérapie, enfin en tout cas sans se surinvestir, et orienter vers le bon relais si nécessaire. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. On va voir un peu comment on va voir tout ça. Mais le but, c'est c'est pas forcément de devenir spécialiste dans la prise en charge du burn-out, mais si une personne vient consulter pour ça, eh bien, vous aurez un peu plus de connaissances. Et donc l'idée, c'est que à la fin de cette masterclass, vous vous sentirez peut-être plus légitime à prendre en charge ces patients, à éviter certaines maladresses fréquentes qu'on peut retrouver dans les prises en charge du burn-out, qui est principal en fait, c'est de passer à côté tout simplement, ou de pas réorienter, et donc de mieux accompagner tout en respectant votre cadre et votre énergie, parce que ce sont des problématiques qui peuvent parfois être énergivores, on va dire, qui peuvent prendre beaucoup de notre énergie, de notre temps, et de notre charge mentale aussi. Donc le burn-out, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est concrètement C'est un syndrome d'épuisement professionnel. Donc il y a la notion en fait de travail et de profession dedans. C'est quelque chose qui ressemble vraiment à la dépression, sauf que du coup il y a cette notion de travail. C'est vraiment dans un contexte professionnel que ça se passe. Et donc ça désigne un état d'épuisement physique, émotionnel et mental causé par un stress chronique lié au travail. Donc c'est pas une dépression, ni un simple surmenage, c'est des symptômes qui sont très spécifiques, on va voir après, mais voilà, c'est vraiment lié à cette notion de travail, et voire même parfois à des activités. Voilà, il m'est arrivé de croiser en fait des comptes rendus d'hospitalisation pour des mères au foyer par exemple, qui étaient diagnostiquées en situation de burn-out. Donc c'était un surinvestissement au sein du foyer, mais il n'y avait pas de notion de travail, il n'y avait pas de notion de profession autour de ça. Mais elles avaient les mêmes symptômes et elles étaient adressées pour ça en tout cas. Et c'est vrai qu'on pouvait faire le transfert assez facilement entre ce que la personne nous disait. C'était vraiment, on pouvait faire le parallèle en fait, hein. Donc parce que j'aime bien un petit peu recontextualiser le monde de la psychiatrie, en fait l'OMS a reconnu le burn-out comme un phénomène lié au travail qu'en 2019. Voilà. Dans la classification CIM-11, mais c'est pas encore reconnu comme une maladie à part entière. Alors le CIM-11, c'est la classification internationale des maladies. Donc c'est quelque chose de commun à toutes les nations pour que entre les pays on puisse parler et puis il puisse y avoir une cohérence en fait dans l'évolution de la psychiatrie et des maladies, tout type de maladies confondues. Donc 2019, en fait c'est hier, hein, c'était il y a très peu de temps. Quand on regarde, voilà, je vous invite à regarder la première masterclass sur la psychopathologie. Le monde de la psychiatrie en fait c'est plutôt récent. Et l'évolution aussi, voilà, je crois que le mot burn-out, en tout cas l'apparition de la classification des symptômes, est apparu dans les années 1970-1980.
Il y a des chercheurs, des psychiatres en fait qui ont commencé à parler de ce phénomène-là. Donc c'était il y a vraiment pas longtemps. Donc voilà, c'est quelque chose de très récent qui continue d'évoluer avec le temps aussi en fonction des connaissances qu'on a et des personnes qui font des recherches en fait à ce sujet. Donc c'est défini comme un phénomène résultant d'un stress professionnel chronique, mal géré, caractérisé par un sentiment d'épuisement, un détachement ou cynisme vis-à-vis de son travail, donc là on parle de démotivation, hein, et une diminution de l'efficacité professionnelle, qu'elle soit interne on va dire, ou dans la relation aux autres. Donc on va un peu définir tout ça. Et en France, eh ben, ça concerne 2,5 millions de personnes qui sont en situation de burn-out sévère. Vu que c'est pas classifié comme une maladie à part entière, eh ben, on n'a pas forcément les vrais chiffres en fait par rapport à ça. Et en gros, ça représente un salarié sur trois qui dit se sentir en détresse psychologique au travail. Donc c'est vraiment énorme et c'est vraiment une grosse population qui est amenée à voir des thérapeutes. Donc c'est pour ça, d'où la motivation à faire cette masterclass. Et les populations les plus touchées, donc ce sont les femmes, les soignants, les enseignants, les managers et les indépendants. Et donc voilà, en particulier aussi les soignants indépendants, du coup, qui sont vachement touchés par cette problématique. On remarque qu'il y a une hausse notable de cette problématique suite donc au Covid-19 et dans les pays francophones comme le Canada ou la Belgique, c'est à peu près les mêmes chiffres. Donc c'est quand même un problème qui touche beaucoup de monde et normalement dans votre activité de thérapeute vous allez être amené à rencontrer des personnes qui sont en situation de burn-out ou en situation de pré-burn-out et donc peut-être que cette masterclass vous sera utile. Donc pour repérer les signes du burn-out, on va classer ça en 3 grandes dimensions. Ce qu'on a dit tout à l'heure, l'épuisement émotionnel et physique. On va voir tous les symptômes qui sont regroupés dans cette catégorie. Le détachement et le cynisme, donc c'est-à-dire la démotivation par rapport à son rôle professionnel. Et la perte d'efficacité et le sentiment d'incompétence. Donc ce que vous pourriez faire en fait, ce serait, voilà, si vous soupçonnez un patient être en pré-burnout ou en burnout, vous pouvez vous faire une fiche, vous mettre ces 3 catégories, ensuite vous mettre les symptômes qu'on va voir après dans cette fiche et cocher si le patient vous présente ces symptômes-là. Et selon le nombre de symptômes qu'il présente, et dans ce cas-là, vous pourrez envisager des solutions en fonction. L'épuisement émotionnel et physique, ce sont des patients qui vont se présenter, qui vont présenter une fatigue chronique qui ne passe pas avec le repos. Donc des patients très fatigués, ça va aussi avec la démotivation, c'est-à-dire que cette fatigue est constante en fait, ça va aussi avec le manque d'envie. Ils n'ont plus envie de rien faire et en fait ça a un impact sur leur vie au quotidien. Que ce soit dans la situation de travail ou dans leur quotidien de travail, même en vacances ou même dans d'autres contextes. Voilà, ils sont très fatigués, ils n'ont plus envie. Alors là, du coup, c'est pas forcément une question d'envie. Là, on est vraiment en train de parler du problème physique, c'est-à-dire ils sont fatigués. Ils ont la sensation de ne plus avoir d'énergie. Ils ont des troubles du sommeil, ce qui peut aller aussi avec la fatigue chronique. Les troubles du sommeil, ça peut être donc des personnes qui ne dorment pas du tout, qui dorment très peu, ou alors qui s'endorment très tard, qui se réveillent très tôt, ou qui ont un sommeil interrompu aussi, un sommeil saccadé, qui se réveillent plusieurs fois dans la nuit par exemple. Tout ça, ça fait partie des troubles du sommeil, et tout ça forcément peut avoir un impact sur l'énergie pendant la journée, ou justement cette espèce de fatigue chronique qu'on peut ressentir. Ces patients-là peuvent aussi avoir des tensions musculaires, des migraines, des troubles digestifs et une hypersensibilité ou à l'inverse une apathie, donc c'est-à-dire un manque de sensibilité. Généralement, dans les premières approches qu'on peut avoir avec les patients, c'est pas leur motif de consultation. Ça peut arriver, mais il y a des patients qui vont venir consulter selon votre spécialité pour justement un des symptômes, la fatigue, le trouble du sommeil, l'hypersensibilité. Il peut y avoir aussi des consommations à risque ou alors des addictions. Donc l'idée, ça va être de questionner tout le reste. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres troubles comme ça? Est-ce que vous
pouvez un peu me parler de votre rythme de vie, de vos relations aux autres, etc., etc. Donc là, ça va être à vous, pendant votre anamnèse, de venir faire une investigation, de voir un petit peu ce qui se passe chez le patient en dehors du problème pour lequel il vient vous voir. Parmi les signes, le détachement et le cynisme, il va y avoir une perte d'intérêt pour son métier, une distance émotionnelle, une froideur ou une irritabilité, et un cynisme du sarcasme ou un désengagement progressif. Donc tout ça, évidemment, c'est lié à un changement aussi. Pareil pour les problématiques physiques et émotionnelles, c'est-à-dire qu'on va remarquer un changement, une évolution, et en fait, ce qu'il y a de particulier avec le burn-out, c'est que ça va se faire dans le temps. Vu que c'est une maladie chronique, ça se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et ben ça va aller en douceur, mais il va y avoir un changement. Et ce changement, il peut être silencieux, c'est-à-dire qu'on peut ne pas le remarquer en fait. Donc la perte d'intérêt pour son métier, ça peut être très brutal, comme en fait ça peut prendre du temps. Au fil des semaines, au fil des mois, en fait on se désinvestit totalement et on est de moins en moins enjoué pour aller travailler et en fait on est de moins en moins motivé pour toutes les dimensions en fait qui sont présentes dans notre métier. Donc voilà, donc l'idée en fait c'est de venir questionner sur aussi le passé, comment était le patient avant et comment ça se passait pour lui. Cette fameuse distance émotionnelle, la manière dont il va venir vous parler de tout ça en fait. Est-ce que vous le sentez lui investi dans son métier ou alors est-ce qu'au contraire il est très distant et qu'au final il en parle d'une manière très froide et distante, quoi. Donc on va essayer d'observer ça. Et ensuite, on va avoir donc la perte d'efficacité, le sentiment d'incompétence, et là, en fait, ça va venir toucher la baisse de confiance en soi ou l'estime de soi. Donc là, le patient, en fait, il va y avoir cette ambivalence où d'un côté, il va être très froid et très distant, et d'un autre côté, en fait, il va, quand ça va toucher dans son rapport à lui-même, il va être très touché, il va être en difficulté. Euh, donc voilà, c'est cette baisse de confiance en soi, c'est quelque chose qui, enfin moi sur toutes les personnes en psychiatrie que j'ai pu prendre en charge qui étaient en burn-out, et ben ça les touchait tous. Voilà, je crois que j'en ai rarement rencontré pour qui la confiance en soi n'était pas atteinte, ni l'estime de soi, donc pareil ça à distinguer. Le sentiment d'inefficacité, de ne pas y arriver, et ben du coup que ça n'a plus de sens en fait d'aller au travail et qu'on est plutôt un boulet pour l'entreprise plutôt qu'une personne qui est motrice, on va dire, ou alors la peur de prendre un risque et de faire une faute, hein, pour le cas des soignants, voilà, ça peut être très problématique, et cet épuisement peut parfois aussi engendrer une faute, et donc il peut y avoir une espèce d'engrenage qui fait qu'on se sent de moins en moins compétent et de plus en plus à risque. Et aussi du coup une difficulté à se concentrer et à prendre des décisions. C'est très lié aussi à la dépression, cette espèce de changement qu'on peut observer en nous, où au final on se retrouve un peu comme statique et distant en fait. Voilà. C'est dur pour nous de nous concentrer toute la journée, on peut plus prendre de décisions, on se sent plus autonome dans notre travail, et ça du coup ça nous met à mal et ça nous fait perdre confiance en nous et perdre en estime qu'on a de nous-mêmes. Ça peut aussi être lié, et c'est souvent le cas, je ne l'ai pas noté là, mais dans le rapport à un supérieur hiérarchique par exemple. Voilà, ça a été très fréquent, où des personnes viennent en entretien, ils me disent, ben voilà, c'est mon employeur, mon patron qui m'a détruit en fait. Et donc le rapport, la personne va décrire un rapport sournois, un rapport qui met à mal, un rapport qui casse la confiance totalement, et donc il y a un impact sur toute la globalité du travail et un désinvestissement dans le boulot jusqu'au phénomène où on ne peut plus aller au travail parce que on a une boule au ventre qui est tellement intense, parce qu'on a ruminé toute la nuit, qu'on est fatigué, tous les symptômes que je viens de vous décrire, et qu'on ne peut plus aller au travail en fait. Donc voilà, ça c'est assez récurrent aussi dans le rapport à une personne au travail, c'est cette difficulté qu'on peut avoir, quoi. Ces symptômes qui peuvent apparaître. Le patient il va avoir un discours qui va être flou, brouillon et désorienté, c'est-à-dire qu'en termes de temporalité, ça va un peu partir dans tous les sens dans la première rencontre, et ça va être un peu flou. Nous en tant que thérapeute, au début, la première séance, c'est fort possible qu'on ne comprenne pas tout ce qui se passe dans la situation, parce que ça part dans tous les sens, et si c'est le cas, peut-être qu'au premier rendez-vous, on n'a pas besoin
d'éclaircir et d'approfondir si on voit que le patient a vraiment des difficultés à parler de sa situation. Et surtout, elle va exprimer un épuisement global, pas juste une surcharge ponctuelle. Voilà, c'est un surmenage, c'est vraiment différent. Le surmenage va vraiment arriver de manière rapide suite à un événement, par exemple. Bon, c'est possible aussi que certaines personnes n'en peuvent plus au bout de quelques années d'une certaine situation, le boulot, les enfants, la famille à gérer, etc. Mais du coup, là, on est plus dans une remise en question et dans une crise de vie. Mais voilà, la surcharge ponctuelle parce qu'il y a un événement spécial qui vient d'arriver, un décès par exemple, avec la gestion administrative de tout ce que ça peut engendrer, la charge émotionnelle, et donc du coup on s'en sort plus parce qu'on avait un équilibre de vie et là tout s'est déséquilibré, c'est pas pareil. On va vraiment essayer de rechercher cette notion de chronicité dans le burn-out. Et elle va avoir des expressions comme je n'en peux plus, je suis vidé, je fais semblant tous les jours, j'ai envie de tout plaquer. Voilà, ça c'est vraiment des phrases clés qu'on va pouvoir repérer dans le discours des patients. Donc on peut un peu imaginer notre patient, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. On a une personne qui vient, qui est plutôt fatiguée et épuisée émotionnellement, qui est plutôt distante, qui vient avec un discours où il faut que ça change en fait, hein, elle en peut plus et il y a cette notion de faire semblant, enfin elle est à bout en tout cas, voilà, il y a cette notion d'être à bout. Et donc elle présente quelques symptômes physiques et émotionnels, comme par exemple des troubles de l'alimentation, ou elle fume beaucoup plus par exemple qu'avant, ou alors elle s'est remise à fumer à la rejetée, ou alors elle a des troubles du sommeil, etc. Et elle se sent pas au top de elle envers elle-même, c'est-à-dire qu'elle sent une perte de confiance et donc une baisse de l'estime d'elle-même. Cette personne, je voulais vous dire un truc, j'ai oublié. Voilà, une question clé là-dedans, si vous repérez ce phénomène-là, une question clé, vous pouvez tout simplement lui demander en fait si elle arrêtait de travailler là demain, qu'est-ce que ça lui ferait. Voilà. Comment est-ce qu'elle sans parler de toutes les croyances, c'est impossible pour moi d'arrêter de travailler, il faut que je travaille pour maintenir mes revenus, etc. Voilà, simplement, voilà, si j'avais une baguette magique et que demain vous pouviez ne pas aller au travail, et qu'il n'y ait aucune conséquence, etc., comment vous vous sentiriez, et si elle vous dit qu'elle se sentirait soulagée, ça nous fait aussi un signe de plus pour se dire que cette personne est en burn-out ou en pré-burn-out. Donc ça peut parfois masquer une dépression. Une dépression, du coup, c'est une maladie qui, elle, est comment dire, différente du burn-out, on va dire ça comme ça, et qui, elle, va nécessiter un traitement médicamenteux. Ça se passe au niveau biologique, la dépression. Je ferai une masterclass sur ça, sur la prise en charge et l'accompagnement de la dépression. Et donc voilà, donc c'est très important de rester vigilant aux signes de la dépression, mais surtout aux signes qui sont un peu plus graves, comme des pensées, des idées noires, des idées suicidaires, l'isolement extrême et une absence totale de motivation. Voilà, si la personne présente ces signes-là, c'est très important de l'envoyer chez un psychiatre, voire même aux urgences si c'est nécessaire. Donc c'est pareil, si vous n'êtes pas formé, donc si vous êtes thérapeute et que vous n'êtes pas formé à la prise en charge du risque suicidaire, je vous invite fortement à le faire parce que c'est très important de pouvoir repérer les signes. Des fois on peut passer à côté, donc c'est dommage, on va dire, hein, de passer à côté d'une personne qui présente des risques suicidaires. Des fois on peut aussi s'en rendre compte mais de ne pas savoir quoi faire et de ne pas savoir gérer un entretien avec une personne qui présente des risques suicidaires. Et parfois on peut mal orienter aussi. Donc voilà, il y aura sûrement une masterclass aussi à ce sujet, mais voilà, c'est très important. Donc être vigilant avec le burn-out et donc avec ce que ça peut aussi engendrer. Il va y avoir plusieurs stades dans le burn-out. Ici, donc c'est une approche simplifiée que je vous propose, hein. En fait, au début, la personne va s'engager de manière excessive dans son boulot. Elle en fait trop par passion ou par pression. On va prendre l'exemple
d'une institutrice, par exemple, qui s'investit à 2000% dans son travail auprès de ses élèves et qui le fait par passion et qui en fait se sent pas forcément reconnue pour la charge de travail qu'elle fait. Ça, donc je vous parle de ça parce que c'est un cas concret que j'ai eu. La personne, quand elle nous raconte son histoire, elle a commencé comme ça, donc très engagée, très investie dans son boulot, la personne adore son boulot, pas de problème avec ça, ça fait des années qu'elle le fait, et voilà, il y a un moment où en fait elle va s'engager énormément parce que un changement de direction, parce que, alors c'est pas forcément en lien avec une pression de la changement de direction, mais il y a un changement à un moment. Un changement de classe, un changement d'école, de nouvelles recommandations des... j'ai oublié le nom, enfin bon, des nouvelles recommandations, et etc. etc. Et donc il va y avoir une phase de surcharge, pardon, où la personne va commencer à accumuler de la fatigue, ce qui est plutôt normal en fait, parce que s'investir à 2000%, on est au travail, on rentre le soir chez soi, on va continuer de travailler, et on va ramener du boulot le week-end, et en fait il va y avoir plus que ça dans notre vie. Il y a un outil que j'avais partagé à un moment qui s'appelle l'étoile des domaines de vie. Et en fait, chez les personnes qui se font un burn-out, c'est très très flagrant en fait qu'ils n'ont plus que leur travail. Voilà. Et ça, en fait, dans l'étoile des domaines de vie, pour avoir une vie équilibrée et se sentir équilibré tout simplement et se sentir bien, c'est très important d'avoir plusieurs domaines dans lesquels s'investir. On va retrouver dans ces domaines du coup le travail, le foyer, la famille au sens large, les loisirs, le sport, des engagements dans des mouvements associatifs, des engagements sociaux, on va appeler ça, etc., etc. Mais du coup, les personnes qui s'investissent trop, ils vont se retrouver avec la vie au foyer et le travail. Et en fait, c'est pas assez, parce que du coup, toutes leurs pensées vont aller vers ça, et à un moment, elles vont s'épuiser. Il va y avoir une phase de stagnation où il va y avoir une baisse de satisfaction et une lassitude, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on s'épuise en fait tout simplement et on est de moins en moins satisfait de notre rôle dans le travail en fait. Et donc cette satisfaction et cette lassitude, elle va commencer, cette balance en fait, cet équilibre, il va commencer à pencher vers l'épuisement. Quand on lance son entreprise, c'est normal d'être à fond dans son entreprise et de vouloir développer son cabinet par exemple, mais c'est possible qu'il y ait un moment où on s'épuise et qu'on n'arrive pas à faire la part des choses par rapport à ça, et donc du coup on redouble d'efforts et on s'épuise de plus en plus, et il y a un moment où cette balance en fait c'est plus équilibré, c'est-à-dire que le fait d'être entrepreneur et de développer notre activité et d'être indépendant ne nous satisfait plus par rapport à la charge de travail qu'il y a en face. Et à la reconnaissance qu'on a, et au fait que ça marche ou non, en fait, il y a aussi de ça. Et donc il va y avoir une phase de désengagement avec une perte de sens, une perte de motivation, et là en fait, la personne, du coup, elle va commencer à présenter les symptômes, ça va être le début de l'engrenage où la personne va présenter les symptômes dont on a parlé tout à l'heure, jusqu'à la phase d'effondrement avec une fatigue extrême, et une incapacité de continuer. Donc ça peut arriver que des personnes ne peuvent carrément plus se lever le matin pour aller au boulot, parce qu'elles sont trop angoissées, parce qu'elles ont... elles ont tous les symptômes qui font que, en fait, elles peuvent même plus se lever. Voilà, c'est assez fréquent que des personnes aillent aux urgences pensant faire une crise cardiaque, et en fait, elles sont tout simplement en train de faire une crise d'angoisse parce qu'une réunion est en train de se préparer le lendemain. Mais c'est pas seulement la faute de la réunion, c'est que ça fait des mois que ce poids est en train de s'installer et qu'elles peuvent plus tout simplement aller au travail. Donc voilà, ça c'est les différentes phases, des phases que peut-être vous avez connues, hein, donc voilà, ça peut se faire à différentes échelles, elles sont pas forcément à la suite non plus ces phases, hein, ça peut aussi passer directement à la phase d'effondrement, ou alors, enfin voilà, ça peut être différent selon les cas, c'est pas une obligation, mais en tout cas on peut retrouver des signes de ces phases dans les discours des patients. Donc voilà, quand vous avez demandé l'historique dans votre anamnèse, comment est-ce que vous en êtes arrivé là, expliquez-moi comment vous sentiez dans votre travail au début, est-ce que vous avez toujours été dans ce travail, est-ce que ça a changé, quels ont été les changements, et bien la personne peut vous décrire une trame dans ce style-là. La posture thérapeutique, nous on n'a pas à poser de diagnostic, d'accord, parce que ça se fait dans un cadre médical, donc ça, normalement, de manière
commune, on le sait, mais du coup je préfère le répéter. Et donc il n'y a qu'un médecin, un psychiatre qui peut poser un diagnostic réellement. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer un espace sécurisant où les signes peuvent émerger. C'est-à-dire que la personne va pouvoir s'exprimer librement et voilà, tout déballer parce qu'elle sait qu'elle peut nous faire confiance, elle sait qu'il y a le secret professionnel, qu'on ne va pas répéter, que ce soit à sa famille, que ce soit à son employeur ou quoi que ce soit. Euh, et donc voilà, on va essayer de créer cet espace-là. Euh, on va nommer ce qu'on perçoit avec bienveillance et on va jouer avec la validation et la reconnaissance de la souffrance mentale. Donc ça en fait c'est très important parce que les personnes se sentent souvent seules et isolées avec des sentiments de honte en fait parce que la valeur du travail en France est très importante et que c'est très fréquent que des personnes ne se mettent pas en arrêt maladie parce qu'elles ne se sentent pas légitimes à se mettre en arrêt maladie. Donc elles poussent, elles tirent sur la corde, et au final elles se retrouvent dans une situation de burn-out où elles sont obligées de se mettre en arrêt maladie. Mais ces personnes-là, c'est généralement pas celles qui viennent vous voir en cabinet, ça c'est quand on est dans un stade un peu plus avancé dans le burn-out, mais voilà, avant, quand la personne commence à présenter des signes et qu'elle vient vous voir, on va pouvoir reconnaître que la personne est en train de souffrir. Et ça soulage énormément la douleur, en fait, ça soulage énormément la souffrance, parce que la personne se sent reconnue et en fait, elle se dit pas que c'est illégitime de souffrir, d'aller travailler. Et ça, c'est une notion qui est un peu compliquée, on va le voir après quand je vais parler du système de valeurs. Le rapport au travail peut être compliqué mais bon, voilà. En tout cas, le fait de reconnaître qu'il y ait une reconnaissance dans cet espace que vous allez proposer et que la personne, du coup, a le droit de souffrir et a le droit d'être en malaise par rapport au travail, ça va être très très important qu'elle ne se sente pas jugée. Et donc, on va poser des questions simples parce que les personnes qui sont dans cette situation peuvent être pas désorientés mais avoir des difficultés de concentration et donc au début en tout cas on va y aller voilà, on va pas trop insister si l'histoire est confuse, si c'est un peu flou et que la personne n'arrive pas à se remémorer. Et on va favoriser des entretiens orientés solutions, c'est-à-dire que c'est des entretiens qui peuvent être lourds parce que la personne va vraiment décharger émotionnellement ses difficultés et donc on va faire en sorte de sortir de l'entretien de manière positive avec peut-être des objectifs fixés par la personne qui vont être simples, réalisables, etc. etc. Donc voilà, si vous n'êtes pas formé aux entretiens orientés solutions, je vous encourage aussi à le faire, ça peut être un bon atout dans votre boîte. Et donc une bonne question peut parfois ouvrir la voie à une vraie prise de conscience. Voilà, ça ce sont vraiment... ça fait partie des problématiques et des pathologies, le burn-out, où on peut vraiment favoriser le questionnement de la personne et il va y avoir je parle en termes de pathologie, hein, de maladie mentale, où il peut y avoir un vrai impact sur les questionnements. Par exemple sur le rapport au travail, le questionnement sur qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir autant engagé dans le travail et surtout dans le travail dans lequel on est, ou alors autant engagé par rapport à notre patron, ou alors le fait qu'on s'interdit de se mettre en arrêt maladie. Voilà, ça peut être des choses qui peuvent être remises en question, la croyance de ne pas pouvoir se reconvertir par exemple, de ne pas avoir droit à certaines aides par exemple pour pouvoir changer d'orientation, reprendre un autre boulot, etc. Donc voilà, on va voir un petit peu après tout ça, mais des fois il peut y avoir des ouvertures en fait où la personne se sent vraiment dans une impasse où elle peut vraiment pas bouger de situation et aucune solution se présente à elle, et parfois on peut lui proposer de regarder ailleurs et donc plein de solutions peuvent s'offrir à elle. C'est des prises en charge qui peuvent être difficiles parce que les patients souffrent et parfois ils souffrent en silence et comme je vous disais juste avant, ils ont honte de leurs difficultés, donc parfois ça peut être difficile de leur faire exprimer leur vrai ressenti profond. C'est des patients qui peuvent mettre en échec des solutions aussi avec donc ce que je dis un engagement fort envers le travail.
Des situations qu'on rencontre souvent, en fait, c'est, voilà, enfin moi, en tout cas, que j'ai beaucoup rencontré, c'est des personnes qui font un burn-out, qui sont en incapacité d'aller le matin travailler, et donc qui se retrouvent aux urgences et avec un arrêt maladie. Cet arrêt maladie mène au final à une hospitalisation en hôpital de jour, par exemple. La personne se retrouve en hôpital de jour pendant 1, 2, 3 semaines, et la personne va mieux et se dit, ben, je vais retourner au boulot. Parce que maintenant que je vais un peu mieux, ça sert à rien de retourner enfin, ça sert à rien de rester en arrêt maladie, il faut que je retourne au boulot, c'est pas légitime de rester en arrêt maladie. Et au final, qui au bout de 3 semaines, un mois, alors que leur guérison n'est pas consolidée, et ben au final, elles vont retourner au travail, et 1 ou 2 mois plus tard, elles vont rechuter, et à nouveau un burn-out, et à nouveau un arrêt maladie qui va durer 1 mois, 2 mois, elles vont revenir à l'hôpital de jour, on va réengager un travail, donc on va recommencer, sauf que là, du coup, il va y avoir une sensation d'échec, etc. Et au bout d'1 mois, 2 mois, elles vont vouloir retourner au travail, et etc., etc. Et donc répéter les hospitalisations et répéter les rechutes comme ça. Et cette situation-là, c'est très très mauvais parce que la personne comment dire, la personne s'engage dans ce processus-là, et en fait, ça devient de plus en plus réel, de plus en plus concret, de plus en plus difficile en fait à en sortir. Et donc on propose des solutions où on va proposer à la personne par exemple de rester plus longtemps en arrêt maladie, de continuer la prise en charge à l'hôpital de jour, alors je parle de l'hôpital de jour parce que c'est l'expérience que je connais, mais ça peut être des prises en charge en cabinet de ville, hein, comme vous pourriez faire. Et en fait, toutes les solutions qu'on va proposer à la personne, elle va les refuser, et voilà. Et ça va être compliqué. Parce que avec les assistantes sociales, avec tout le corps médical et paramédical, en fait, on va trouver plein de solutions pour la personne, pour qu'elle puisse se retirer de cet environnement de travail qui est devenu toxique pour elle, du coup. Et du coup, pourquoi pas se réorienter, pourquoi pas faire une VAE, pourquoi pas trouver un autre poste. Enfin, il y en a des solutions, mais du coup, la personne, pour elle, dans cette situation-là, c'est impossible. Et donc la notion de chronicité, parce que ça met longtemps, ça met très très longtemps à arriver, et les personnes parfois ne s'en rendent pas compte, et pour elles, ben voilà, ça fait des mois ou des années que c'est comme ça, et puis ben, ça changera pas, ou alors elles omettent tout simplement de dire que c'est difficile pour elles, parce que ça fait longtemps que c'est difficile pour elles, et que de toute façon c'est le travail, et que c'est comme ça. Donc, donc voilà, c'est des prises en charge qui parfois peuvent être compliquées. Donc on va travailler en tant que thérapeute sur la validation, la validation des difficultés, des souffrances, que c'est légitime de pouvoir être dans une situation difficile dans un contexte de travail. Sur les croyances, on va revenir après dessus. Sur les dynamiques internes, donc on a vu que la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi était impactée. Et donc voilà, on va revoir tout ça avec la personne, et on va essayer, indépendamment, de revenir travailler sur ces notions-là. Donc voilà, si vous n'êtes pas formé à ça, formez-vous, hein, sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. C'est hyper intéressant, et concrètement, ça touche énormément de problématiques. Donc voilà, bien pouvoir les distinguer et bien amener des solutions aux patients par rapport à ces difficultés-là. Sur les dynamiques relationnelles, du coup, donc le rapport aux collègues, la hiérarchie, la famille, la société. J'ai rencontré des personnes qui n'osaient pas se mettre en arrêt maladie par rapport à la pression familiale, alors par rapport aux parents par exemple, parce que on se met pas en arrêt maladie en fait, tout simplement, parce que c'est difficile pour nous d'aller au travail. Le travail, ça doit être dur, c'est dur, et en fait on va charbonner, comme on dit. Et en fait, c'est tout simplement cette relation aux parents, par exemple, qui fait, ou la relation au mari, à la conjointe, aux enfants ou quoi, qui font que on reçoit cette pression, et en fait, on se met pas en arrêt maladie, et on tient jusqu'au bout dans cette difficulté, jusqu'à ce que ce soit le corps qui nous dise non, là, on va plus travailler. Dans le rapport à la société aussi, la honte de dire je suis en arrêt maladie parce que j'ai fait un burn-out, ça c'est des paroles que j'ai énormément entendues dans les prises en charge de burn-out. Parce que les personnes ne se considèrent pas malades, en fait, elles se considèrent juste en difficulté, et puis être en difficulté dans le travail, en fait, c'est normal au final. Et ça, c'est une pensée qui est commune, quoi. Ou alors, on va pouvoir aussi travailler, du coup, chaque symptôme, donc la fatigue, le sommeil, voilà, je sais pas, vous faites de la sophrologie, de l'hypnose, des soins énergétiques ou autre, et on va travailler chacun des symptômes les uns après les autres, ça peut être aussi des axes de travail.
Et les croyances, en fait, le rapport au travail, aux responsabilités, à l'argent, à l'arrêt maladie, donc ça, c'est un peu ce que je viens de dire. Mais en fait, la personne qui fait un burn-out, la maladie en soi, la problématique, c'est pas le burn-out, c'est le problème de fond qui fait qu'elle a pu tenir dans un contexte de travail toxique et agressif pour elle pendant un certain temps. Tout à l'heure, je vais vous donner l'exemple de l'institutrice en fait qui s'investit énormément pour ses enfants. La problématique de fond, en fait, c'est pas forcément qu'elle s'investit pour ses enfants ou qu'elle est en surinvestissement par rapport au boulot, mais ça va être peut-être qu'elle fuit quelque chose chez elle ou alors qu'elle attend une reconnaissance de sa directrice qui lui a jamais donné ou de son directeur. C'était le rectorat, le mot que je cherchais tout à l'heure. Ou alors des consignes du rectorat qu'elle ne comprend plus parce que c'est et personne ne lui explique et en fait c'est en décalage avec ce qu'elle a appris et comment elle a toujours fait, etc., etc. Et donc en fait c'est cette inadaptabilité qui fait qu'elle va partir en burn-out. Et donc il va falloir à un moment régler ce problème-là. Voilà, si ça a été un employeur qu'on a senti agressif envers nous, mais qu'il n'était pas vraiment. Voilà, ça fait partie un peu des discours flous. On se sentait agressé, mais en même temps, il n'y a pas trop de faits qui fait on se sente vraiment agressé. Ou alors on a changé de poste, on pensait que c'était une promotion, mais finalement on se retrouve avec une charge de travail impossible à gérer, etc. Et on a l'impression que on s'est un peu moqué de nous et qu'on veut nous mettre à la porte, tout ça. Et en fait, du coup, c'est plus des impressions qu'on a et le fait qu'on se sente agressé dans le rapport à notre employeur qui fait qu'on se donne à fond dans le boulot, on a besoin de reconnaissance, etc. Et au final, ça fait que ce surinvestissement et cette surcharge n'est plus équilibré et on chute vers le burn-out. Donc il y a un moment, il va falloir travailler ce problème de fond. Alors pas au début, quand la personne est stabilisée et qu'on peut venir bosser ça. Généralement ça se fait après coup, pendant l'arrêt maladie, et du coup quand la personne est plutôt stabilisée et qu'elle peut penser à ce genre de choses, et qu'elle est plutôt ouverte et qu'il y a un lien de confiance. Mais voilà, il y a forcément une problématique sous-jacente en fait qui est beaucoup plus profonde, on va dire, dans le rapport qu'on va avoir au travail, dans le rapport qu'on va avoir aux autres, etc., etc. Donc il y a un moment où il va falloir investir ce truc-là. Et donc on va bien penser à se protéger. On va cadrer on va cadrer notre temps. On va s'octroyer des temps de pause et de supervision. Ça c'est très important de parler avec d'autres thérapeutes, de faire des supervisions avec des professionnels. On va aussi avoir une masterclass pour parler des supervisions, de l'intérêt, qu'est-ce qu'on y fait, etc. Donc si vous n'en faites pas, je vous encourage vivement à vous rapprocher de quelqu'un qui en fait. Et donc de s'appuyer sur un réseau de collègues ou une communauté. C'est ce qu'on propose avec la voix des thérapeutes, de pouvoir échanger avec des personnes sur voilà, j'ai eu telle difficulté aujourd'hui, est-ce que vous aurez des solutions, ou je ressens ça après une séance, etc. etc. Et on va surtout orienter notre patient. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé des entretiens orientés solutions. Un entretien dure en moyenne 1 heure et demie. Si on n'a pas les techniques des entretiens orientés solutions, ça peut être compliqué de laisser partir un patient qui nous a raconté son histoire pour lequel il est en burn-out et de le laisser partir en difficulté. Et si on n'a pas les techniques pour gérer ça, parfois ça peut durer 1 heure et demie, voire plus, et ça devient problématique en fait, autant pour vous que pour lui. Donc voilà, c'est des petits éléments sur lesquels on va pouvoir compléter nos compétences pour pouvoir gérer ce genre de situation. On va orienter la prise en charge. L'orientation, comme je l'ai dit dans la première masterclass, c'est pas se désengager avec le patient, c'est pas non plus arrêter les séances. Au contraire, c'est d'améliorer notre prise en charge et de la rendre plus globale. Voilà, on va faire intervenir des acteurs autour de la prise en charge. Et en fait, ça va être hyper intéressant pour tout le monde, autant pour le patient que pour nous. Parce que nous déjà on va pouvoir se décharger, donc ça va être plutôt intéressant. On va pouvoir faire appel à d'autres compétences comme par exemple un médecin qui va pouvoir vraiment diagnostiquer si la personne est atteinte de burn-out ou non, si elle a besoin de médicaments, si elle a besoin d'un arrêt maladie, etc., etc. Chose que nous on ne peut pas faire. Nous on va éviter l'épuisement thérapeutique, donc ça peut être bien aussi.
surtout si on veut continuer à prendre en charge des patients, hein, et renvoyer la personne vers des spécialistes de certaines dimensions du burn-out, médical, juridique, social. Ça c'est plutôt important aussi de viser dans tous les domaines du médico-social et même juridique, hein. Voilà, une personne qui se pose des questions sur la maladie, elle a le droit d'aller voir une assistante sociale et elle peut être renseignée. Donc voilà, quand vous allez orienter vers une autre personne, vous pouvez orienter soit directement en donnant un contact à votre patient, soit en proposant un compte rendu. Donc ça c'est pareil, j'ai proposé un outil sur comment faire un compte rendu, qu'est-ce qui est légal qu'est-ce qu'on peut mettre dans le compte rendu qui est légal, est-ce qu'il y a des choses qu'on va mettre qui peuvent être illégales, quel est le cadre en fait de ce compte rendu quand on est thérapeute, qu'on n'a pas forcément de diplôme dans le médical ou dans le paramédical. Donc voilà, c'est quoi la différence entre une attestation et un compte rendu, etc. etc. Donc je vous invite à aller voir cet outil dans la boîte à outils de la Voix des thérapeutes si vous êtes amené à faire des comptes rendus. Donc des signes qui vont dire qu'un relais est nécessaire, c'est que l'épuisement est tel que la personne ne dort plus, ne mange plus, voilà, il y a des troubles de cet ordre-là, et donc là on va demander une consultation médicale urgente, voilà. C'est hyper important. La personne parle de pensées suicidaires, de désespoir profond, d'idées noires, médecin, psychiatre, voire urgence psychiatrique si nécessaire. Donc ça c'est pareil, très très important. La personne a besoin d'un arrêt de travail, ça c'est le médecin traitant, hein, si vous pensez que la personne a besoin de s'arrêter. La dimension juridique ou RH est importante. Conflit avec l'employeur, non-reconnaissance, etc. Besoin d'avocat, de médiateur, de syndicat, médecin du travail, et donc ne jamais prendre parti dans ces contextes-là. Vous êtes en situation avec un patient à vous donc qui fait un burn-out et qui est en conflit avec son employeur. Déjà pour son bien-être, ne prenez pas parti, et si vous êtes amené à faire des comptes rendus, ça j'en parle dans le compte rendu aussi, ne prenez pas parti pour la personne. Vous avez qu'un seul versant. Alors déjà, même si vous avez les deux versants, c'est pas notre boulot d'être médiateur là-dedans, ni de prendre parti, ni d'être juriste ou avocat ou quoi que ce soit. Il y a des professionnels pour ça, donc vous orientez la personne vers justement ce genre de professionnel. Et si la personne, parce que du coup, juste le fait de prendre parti, ça peut se retourner contre vous. Et ça peut être problématique. Déjà dans la perte de confiance du patient, et ensuite le fait que l'employeur peut se dire que vous poussez l'employé à se mettre en arrêt maladie alors que vous n'êtes pas de médecin, que vous vous permettez de poser des diagnostics si vous lui avez dit qu'elle était en burn-out alors que c'est pas vrai, ou alors si vous avez dit que l'employeur était harcelant, donc ça veut dire que vous avez fait un jugement, etc. Et donc ça peut vraiment se retourner contre vous. Donc voilà, ne prenez jamais parti, même à l'oral, hein, et de toute façon pour la personne ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. Et voilà, si la personne semble avoir besoin d'un accompagnement corporel ou complémentaire, et ben vous pouvez orienter vers d'autres professions comme la sophrologie, hypnose, kiné, ostéopathe, praticien psychocorporel, etc. etc. Donc moi, constituez-vous un réseau d'orientation. Donc c'est pour ça que je dis que orienter un patient, ça c'est autant bénéfique pour vous que pour le patient. Pour vous en tant que professionnel et en tant qu'entrepreneur, du coup, vu que vous avez votre cabinet, que vous êtes en entreprise, avoir un réseau d'orientation, ça vous protège, ça vous permet d'orienter votre patient de manière pertinente et donc d'améliorer votre qualité de soins. Et pour vous, ça vous permet aussi de rencontrer des professionnels et d'être en contact avec eux qui vont potentiellement faire la même chose avec vous. Donc en fait, c'est hyper intéressant de le faire dans tous les sens du terme, quoi. Donc avoir une liste de professionnels de confiance autour de soi, ça veut dire que vous allez devoir les rencontrer, peut-être que vous avez déjà travaillé avec eux, vous allez devoir voir leur méthode, leur spécialité, etc. Donc c'est plutôt bien. Travailler en lien si possible avec des médecins, des psychologues, des juristes, psychologues ou psychiatres, des coachs, etc. Et se présenter comme une pièce du puzzle, pas comme la solution unique. Voilà, ça c'est hyper important aussi quand vous prenez en charge des patients. Alors ça ne concerne pas forcément que le burn-out, mais
Mais voilà, vous pouvez directement prévenir les patients comme quoi vous pouvez être amené à les orienter parce que vous avez cette capacité-là et que peut-être dans leur parcours avec vous, euh, ils auront besoin à un moment de travailler sur des traumas en EMDR si vous n'êtes pas euh, formé en EMDR. Et donc ça veut dire aussi que vous passez en tant que professionnel d'orientation et donc que vous pouvez orienter les personnes, mais ça ne veut pas dire que vous arrêtez aussi la prise en charge. Vous pouvez continuer votre travail avec le patient, ce qui n'est pas du tout un problème en fait, et donc l'orienter vers d'autres professionnels. Et donc de proposer des comptes rendus, que ce soit pour le patient lui-même pour qu'il puisse voir son évolution ou alors pour les professionnels pour que vous puissiez entrer en communication et voir ce qui a été travaillé avec l'un, que vous puissiez travailler en complément, voir les discours de certains, que vous puissiez avoir tous le même discours. Et donc voilà, ça c'est plutôt intéressant aussi. Donc ça fait partie du travail extra thérapeute, je dirais, ou extra consultation, mais ça fait partie de votre travail de thérapie en fait. C'est un peu la problématique quand je travaille en psychiatrie, qu'on travaille dans le paramédical et qu'on s'adresse parfois à des thérapeutes de ville ou que les thérapeutes de ville s'adressent à nous, et ben on sent qu'ils ne sont pas formés en psychopathologie, on sent qu'ils n'ont pas le vocabulaire, on sent que... alors du coup on va pas les blâmer de nous orienter des patients ou quoi que ce soit, mais disons que dans la relation de confiance, et ben parfois ça peut être un peu délicat parce qu'on sent justement que des fois il n'y a pas de suivi, etc., etc. Parce que les thérapeutes peuvent considérer qu'ils sont payés à la séance c'est un certain tarif et qui dure 1 heure, et que faire un compte rendu derrière pour l'envoyer à un autre praticien pour au final échanger, passer du temps qui n'est pas rémunéré, ne fait pas partie du boulot, mais en fait si, ça en fait complètement partie, et c'est comme ça, je pense que on arrivera à comment dire, un peu plus légitimiser la pratique des thérapeutes de ville dans le monde des prises en charge et de l'accompagnement. Mais bon, enfin voilà, c'est un point de vue, mais en tout cas, ça, comment dire, pour notre activité, c'est hyper rassurant, pour le patient, c'est hyper rassurant. Voilà, il y a plein d'aspects positifs en fait à s'engager dans ce genre de process. Et de toute façon, dans le cadre du burn-out, pour en revenir à ça, et ben, ça peut dépasser nos compétences, donc au final, orienter vers un autre thérapeute, c'est très important. Prendre soin de soi pour prendre soin des autres, évidemment. On parle des risques psychosociaux du thérapeute, les risques psychosociaux qui mènent vers le burn-out, et donc on vous propose d'écouter le podcast de la voix des thérapeutes quand le métier pèse lourd. Les thérapeutes sont hyper touchés par ce phénomène de burn-out, et parce qu'on ne fait pas que de la thérapie, on fait de l'entrepreneuriat, et la charge de développement d'activité, on se sent isolé, on est en difficulté, c'est une charge de travail qui est lourde pour parfois peu de retours, et quand c'est des retours, quand on a des patients, en plus on prend en charge des patients qui sont en difficulté, et donc voilà, c'est un corps de métier qui est très touché par le burn-out, et donc voilà, je vous encourage à écouter ce podcast et de voir la masterclass les risques psychosociaux du thérapeute fait par Caroline Madé, qui est psychologue du travail et kinésiologue. Et donc aussi à écouter le podcast Savoir dire non en tant que thérapeute que l'on a sur nos podcasts. Les ressources liées à la voie des thérapeutes, on vous propose des formations en psychopathologie que j'anime avec la Maison de Colline. Vous avez accès à des réductions pour vous former. La Maison de Colline propose aussi tout un catalogue de formations. Mais voilà, il y a la formation en psychopathologie qui dure 3 fois 2 jours et donc qui complète tout ce qu'on dit là. Il y a le fait d'intégrer une communauté, la communauté de la voix des thérapeutes, qui vous permet de répondre à des questions vraiment très ponctuelles quand vous avez des difficultés. Et ensuite la méthode RPBS avec Sylvain Brut, qui est dans notre boîte à outils, qui permet de s'affirmer, de se respecter en tant que thérapeute et de savoir poser des limites sans culpabiliser. D'autres ressources, le burn-out, le reconnaître et en sortir de Marie Pesé.
le syndrome d'épuisement professionnel dans la revue Santé mentale et des sites utiles comme l'OMS qui tient au courant des actualités. Amélie, là vous pouvez aussi orienter les patients. Le site de la sécurité sociale qui met à jour toutes les dernières recommandations en lien avec le burn-out. Et donc le site Souffrance et Travail euh, qui eux aussi sont très à jour au fait des actualités et qui ont des recommandations en lien avec le burn-out. Voilà, j'espère que cette masterclass pourra vous aider. Si vous avez des questions qui concernent soit le contenu, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et si vous avez besoin de contenu un peu plus détaillé par rapport à certaines notions qui ont été dites, n'hésitez pas à envoyer un mail à la Voix des thérapeutes et on pourra les mettre dans la boîte à outils parce que notre but c'est de vous aider autant dans votre activité professionnelle de thérapeute, dans vos connaissances et pour améliorer la qualité des prises en charge, que pour développer votre entreprise, pour vivre de votre activité. Je vous dis à très bientôt